30 a été alloué pour l'étude de ces crédits. Madame la secrétaire, avons-nous des remplacements? Oui, Madame la Présidente, Madame Prass, Darcy McGee est remplacée par M. Morin Acadie, M. Leduc Hochelaga-Maisonneuve par M. Clich-Rivard Saint-Henri-Sainte-Anne et M. Bérubé Matane-Matapédia par M. Saint-Pierre Plamondon Camille Lorrain. Merci. Alors, nous allons procéder à une discussion d'ordre général par bloc d'échange, incluant les questions et les réponses. La mise aux voix de ces crédits sera effectuée à la fin du temps qui leur est alloué, soit vers 16 heures. Alors, je suis maintenant prête à reconnaître une première intervention du député de l'opposition officielle pour un premier bloc d'échange. Monsieur le député d'Acadie, la parole est à vous. Bonjour, Madame la Présidente. Merci. Alors, permettez-moi d'abord de vous saluer. Monsieur le ministre, bonjour. Saluer les collègues, que ce soit du ministère ou du cabinet qui vous accompagnent. Je salue également les collègues de la banquette gouvernementale et les collègues de l'opposition, des oppositions. Voilà. Donc, ceci étant dit, je vais débuter, Madame la Présidente, avec une question d'actualité, en fait, Monsieur le ministre. Radio-Canada, hier, la journaliste Mme Marie-Christine Rioux indiquait « L'Université du Québec à Rimouski adopte un budget déficitaire de 4,7 millions en 2025-2026 ». Quand on lit l'article, Monsieur le ministre, on cite le recteur de l'université, M. François Deschênes, et il s'inquiète beaucoup du manque à gagner par rapport à sa masse salariale, mais aussi par rapport au fait qu'il y a une diminution du nombre d'étudiants inscrits, des étudiants internationaux. Vous vous rappellerez, Monsieur le ministre, quand on a fait l'étude du projet de loi 74 avec ma collègue, la députée de Mont-Royal-Outremont, on vous en a parlé, on vous a mis en garde, on vous a questionné là-dessus. Alors là, la réalité est en train de vous rattraper. Qu'est-ce que vous répondez au recteur, M. Deschênes de l'UQAR, qui vous dit que là, il n'est pas capable de boucler son budget, puis que c'est en partie à cause de la diminution du nombre d'étudiants étrangers, ce dont on vous avait prédit que ça allait arriver. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Quelques secondes, comme le collègue, saluer le collègue de l'Acadie, mes collègues de la Violette Saint-Maurice, Vimont, Châteauguay, chef de cabinet, toute l'équipe, Madame la sous-ministre. Il y a beaucoup de travail qui est fait en amont pour essayer de donner les meilleures réponses aux Québécois pour cette opération de reddition de comptes. Directement sur la question de mon collègue, pour ne pas prendre trop de temps, je pense qu'il fait référence à notre loi 74, si je ne me trompe, que nous avons étudiée ensemble avant Noël, qui venait donner des nouveaux leviers au gouvernement du Québec pour contrôler l'arrivée d'étudiants étrangers sur le territoire québécois. C'est nécessaire d'accueillir des étudiants étrangers. On est d'accord pour continuer d'accueillir des étudiants étrangers. On en a dans le parcours primaire, secondaire, on en a en formation générale, on en a au collégial, on en a dans les universités. Vous avez vu que dans notre premier décret, on continue d'en avoir dans chacun de ces domaines-là. Cependant, je vous dirais qu'il y a des aménagements importants à faire pour tenir compte de notre capacité d'accueil à l'échelle du Québec, notre capacité de loger tous ces gens-là. Puis mon collègue remarquera que dans le réseau universitaire, c'est une stabilisation. Il n'y a pas, dans le décret que nous avons déposé, de diminution prévue ou anticipée ou qui découle du premier décret qu'on a déposé. Il n'y en a pas. D'accord? C'est pas ça qui est arrivé. Je sais que l'environnement a changé, le contexte a changé, le gouvernement canadien a pris des mesures particulières, mais il faut faire attention de faire relation de cause à effet. Alors voilà, merci Mme la Présidente. Effectivement, vous avez raison, hein, question de contrôle, mais vous avez aussi, M. le ministre, envoyé un message très clair dans le monde à l'effet de ne plus venir étudier au Québec. Et ça, c'est un article de Radio-Canada, M. Poirier, en février 2025. Donc là, M. le ministre, on commence à voir le résultat de votre projet de loi 74. Mais j'ai une autre question pour vous, d'intérêt général, en ce qui a trait, cette fois-ci, plus au cégep,
Autre article publié très récemment qui fait référence au cégep de Jonquière. Les cégeps ont pâti du recrutement d'étudiants africains par les agences malveillantes. On nous parle de réseaux criminels qui ont malheureusement exploité des gens pour les faire venir dans des cégeps. Et je me demandais, Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que votre ministère fait pour empêcher cette situation-là? D'ailleurs, permettez-moi, évidemment, de citer dans l'article Madame Montpetit, qui est la présidente de la Fédération et qui disait « Ce sont les gouvernements qui doivent s'assurer que les étudiantes et étudiants disposent des ressources financières requises pour mener à bien leur étude. » Ce qu'on apprend, c'est qu'on laisse croire à ces étudiants-là que tout est gratuit, puis là, quand ils arrivent ici, ça ne fonctionne pas. Or, Monsieur le ministre, dans votre réglementation, en ce qui a trait à l'immigration et au programme des étudiants étrangers, et je vous réfère à l'article 11, on dit « Le ministre consent au séjour d'un ressortissant étranger dans le cadre du programme des étudiants étrangers lorsqu'il satisfait aux conditions suivantes. Et notamment, il dispose et continuera de disposer pour lui et les membres de sa famille qui l'accompagnent et pendant la durée du séjour au Québec des ressources financières suffisantes et il doit payer les frais de transport, aller-retour et entre autres les frais de scolarité et autres frais relatifs aux études. » Alors, quand on lit des articles comme ça, Madame la Présidente, quels sont les mécanismes que vous avez en place dans votre ministère, Monsieur le ministre, pour s'assurer que la bonne information est donnée et quel est le tamis, en fait, la grille que vous utilisez pour empêcher que des étudiants étrangers soient exploités et qu'ils se ramassent chez nous dans la situation que je vous décris? Si Mme la Présidente permettez, des fois dans les débuts de mes réponses, de faire des petites corrections, parce que dans les préambules des collègues, il y a des affirmations, des fois, que je dois corriger. Il a dit, Monsieur le ministre, vous avez dit aux gens de ne plus venir étudier au Québec. Je ferme les guillemets, ce sont ces mots. Je n'ai jamais dit ça. Donc, je ne peux pas laisser passer des déclarations comme ça, là. Je n'ai jamais dit « ne venez plus étudier au Québec ». Pas du tout. J'ai dit « nous devons mieux contrôler l'arrivée d'étudiants étrangers. Nous continuons d'en vouloir, nous continuerons d'en accueillir. Plusieurs des étudiants étrangers deviendront ensuite des résidents permanents. Ce n'est pas parce qu'on veut mieux contrôler le nombre, mieux assurer une répartition géographique, qu'on enverrait le message que le collègue a mentionné. Donc ça, c'est important de préciser ça. Moi, je vais amener un élément important qui montre la nécessaire reprise de contrôle d'arrivée d'étudiants étrangers sur le territoire québécois, parce qu'il faut voir le portrait d'ensemble. On a plus de 600 000 immigrants temporaires sur le territoire québécois. Là-dessus, il y en a à peu près 128 000. Madame la Présidente, ma question, elle est précise. On ne parle pas des 600 000 qui sont sur le territoire québécois, Monsieur le ministre. Madame la Présidente, je peux terminer ma réponse? Oui, Monsieur le ministre, vous pouvez terminer votre réponse parce que je ne peux me prononcer sur la pertinence de la réponse. Allez-y. Merci. Non, mais je suis sur le thème de l'arrivée d'étudiants étrangers. Mon collègue m'interroge précisément sur les conditions, mais je veux préciser quelque chose. L'an passé, il y a plus de 5 965 personnes qui ont déposé une demande d'asile alors qu'ils avaient un permis d'études. Donc, des gens qui arrivent au Québec avec de faux prétextes pour ensuite faire une demande d'asile, il y en a de plus en plus. En 2023, c'était 2840 des étudiants qui arrivés comme étudiants font une demande d'asile. En 2024, 5 965. Donc, on ne se gênera pas de reprendre le contrôle de notre immigration. Madame la Présidente. Bon. Merci. Alors, la parole est à vous, Monsieur le député d'Acadie. Merci, Madame la Présidente. Ma question, elle est claire, elle est simple. Ce que je dis, c'est qu'il y a des étudiants, ce qu'on apprend dans les journaux aujourd'hui, qui, sous des faux prétextes, viennent ici. Ce n'est pas eux là, qui sont nécessairement en faute. Et il y a une disposition dans la réglementation qui oblige le ministre à
évaluer tout ça et à s'assurer que ça n'arrive pas. Ma question, elle est très simple. Qu'est-ce que le ministre et son ministère fait pour s'assurer que les étudiants à l'étranger vont avoir la bonne information quand ils vont venir ici pour ne pas se ramasser dans la situation qui est décrite dans l'article qui vient d'être publié? C'est très simple. Que faites-vous avec vos fonctionnaires pour s'assurer que votre législation et votre réglementation, elle est respectée? Madame la Présidente, il faut s'assurer que la réglementation est respectée, mais je suis content de voir mon collègue maintenant s'inquiéter, ce qui est un discours totalement différent de ce qu'il y avait l'automne dernier, s'inquiéter du nombre de personnes qui viennent et de leur capacité financière et de la nécessité de s'assurer que les étudiants qui arrivent ici, bien, ce sont des étudiants qui arrivent ici. Et la question précise sur la mécanique, etc., je vais vous lire la réponse que j'ai ici. Il y a un agent au gouvernement. L'agent établit le montant que le candidat doit détenir selon sa situation. Nombre et âge des personnes accompagnantes, frais de scolarité de l'étudiant, qui peuvent varier d'un établissement à l'autre, besoin ou non d'une assurance privée. Ça fait partie des critères. Les preuves que le candidat détient les ressources financières nécessaires peuvent être démontrées par l'une ou plusieurs de ces sources. Puis on peut additionner ces sources. Donc, d'abord, des fonds personnels, comme des relevés de salaire, des lettres de banque, des avis de cotisation. Ensuite, l'octroi d'une bourse, évidemment. Ensuite, la prise en charge financière par une tierce personne majeure résidant à l'étranger ou au Québec. La personne qui s'est rendue responsable doit signer la déclaration de soutien financier. Ensuite, il y a les revenus d'un travail sur le campus ou hors campus peuvent être considérés dans le cas où l'étudiant étranger présente une nouvelle demande pour prolonger son séjour. Donc, on a ces mécanismes-là. Par contre, on est conscient qu'il y a des enjeux. Il y a peut-être lieu de revoir les montants qui sont exigés aux étudiants étrangers. C'est quelque chose qu'on analyse en ce moment. Je sais que le gouvernement fédéral s'est posé cette question-là aussi. Il est en train de regarder, d'analyser, puis d'arriver avec des nouveaux montants exigés. Nous faisons un exercice d'analyse aussi, notamment en fonction des différents calculs selon le coût de la vie au Québec. Parfait, merci. Alors, Madame la Présidente, dans le prochain bloc, j'aimerais traiter de questions de francisation. Vous le savez, nous avons une entente Québec-Canada en immigration, Monsieur le ministre. Vous avez reçu combien du gouvernement fédéral dans le cadre de cette entente? Alors, laissez-moi trouver ce chiffre. Alors, si je ne m'abuse, on est à 867 millions de la compensation fédérale pour l'accueil de nouveaux arrivants, qui inclut la francisation, et pas seulement. Bon, on peut le sujet, il y a des questions complémentaires. J'aurais donc 867 millions. Pas tout à fait 1 milliard, mais ça s'avoisine à ça. Je regardais vos documents que vous avez fournis, Monsieur le ministre, notamment dans les renseignements particuliers. Voilà, c'est la réponse 44 pour vous situer, Monsieur le ministre, où on parle du budget en francisation. On dit que c'est 289,6 millions. Ce montant n'inclut pas le transfert effectué au ministère de l'Éducation, qui, lui, pour la francisation des adultes, est de 114,4 millions. Donc, si je fais un calcul assez rapide, j'arrive, moi, à un total de 403 millions. Si je déduis ça du montant que vous recevez du fédéral, alors, moi, ma compréhension, c'est que vous pouvez couvrir entièrement toutes vos dépenses en francisation. Ça, c'est la première des choses. Là, le fédéral s'en occupe au grand complet. Puis, il vous reste encore 464 millions. Et en vertu de l'entente, je comprends qu'il y a la francisation, l'accueil, l'installation, l'intégration à l'emploi, l'établissement. Donc, ma première question, avec tout cet argent, comment se fait-il que vous ayez fermé des classes de francisation? Bon. Monsieur le ministre. 57 secondes. Bien, écoutez, en 24-25, jusqu'au 31 janvier, donc l'année n'était pas terminée, le budget du MIFI là, pour l'intégration, la francisation, c'est 540,7 millions. Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
Ensemble, 147,4 millions d'argent qui est transféré, là. Après ça, au MESS, 62,4 millions. Au M3S, 12,2 millions. Il y a d'autres dépenses aussi qui sont dans d'autres ministères. Il faut considérer aussi qu'il y a d'autres besoins très, très grands. Par exemple, je n'ai pas parlé du 507 millions, plus de 500 millions pour les demandeurs d'asile, juste en aide sociale. Donc, ne vous inquiétez pas, là. L'argent qu'on reçoit d'Ottawa est dépensé et nous en mettons aussi du budget du gouvernement du Québec. Le temps est écoulé pour ce bloc. Je suis prête à reconnaître le député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour 14 minutes 45 secondes. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Merci aux collègues parlementaires. Merci aux équipes. Content de vous voir aujourd'hui. Monsieur le ministre, je voudrais vous parler en premier lieu du regroupement familial. On sait que vous travaillez actuellement sur vos scénarios pour la planification pluriannuelle et j'aimerais vous parler de ce sujet important. Vous n'êtes certainement pas sans savoir qu'un sondage léger ce week-end a révélé que le 2/3 des Québécoises et des Québécois sont en faveur de l'accélération des délais dans cette catégorie. Une même proportion estime même que le gouvernement devrait en faire une priorité. En fait, alors que dans le reste du pays, les délais de traitement d'une demande est d'1 année, ils sont de 3 ans au Québec. 3 ans sans pouvoir vivre avec sa femme, ses enfants, c'est particulièrement long. Alors, est-ce que le ministre de l'Immigration est prêt à écouter les Québécoises et les Québécois et à faire un geste en faveur du regroupement familial? Ministre. Merci, Mme la Présidente. Bonjour, chers collègues. Dans la part d'immigration permanente, on a une partie qui est contrôlée par le gouvernement du Québec, surtout l'immigration économique. Puis il y a une partie comme les réfugiés, puis le regroupement familial qu'on discute avec Ottawa. On sait qu'ils ont perdu le contrôle sur le PMI puis le demandeur d'asile. Puis c'est une demande importante du gouvernement du Québec de réduire de moitié. Puis, il y a 400 000 qui relèvent d'Ottawa. Il faut que ça réduise à 200 000. Pour ce qui est du regroupement familial, bien, il faut voir que de manière globale, sur une dizaine d'années, le Québec a toujours accueilli entre 10 000, 11 000, parfois 12 000 personnes en regroupement familial, année après année. Puis, notre gouvernement n'a pas réduit ces montants-là. D'aucune manière. Donc, en conclusion, s'il vous plaît. Je vais m'arrêter là. Je vais continuer. Merci, Monsieur le ministre. Vous allez proposer des scénarios. C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que vous seriez prêt à mettre au jeu un scénario qui donne un petit peu d'oxygène puis un petit peu d'air aux familles dans le regroupement familial, puis qu'on laisse les gens, par la suite, commenter sur ces scénarios-là? Moi, l'hypothèse que j'ai avec le léger, c'est que les Québécois et les Québécoises, à 2/3, là, sont en faveur qu'on donne un petit peu d'air et un peu d'oxygène au regroupement familial. Est-ce que vous êtes prêt à mettre au jeu un scénario qui donnerait un petit peu de place, là, davantage de place au regroupement familial? Monsieur le ministre. J'ai mal compris ma question. Là, mon collègue est en train de me demander de déposer un document pour la prochaine planification pluriannuelle qui inclura des montants qui sont plus élevés dans le regroupement familial. Bien, écoutez, c'est une proposition que j'entends, mais le débat sur la prochaine planification pluriannuelle va se faire prochainement. On va déposer dans les prochaines semaines notre cahier de consultation, les informations statistiques, le portrait très complet. Tout le monde au Québec pourra s'approprier ces chiffres-là. Il y aura des scénarios, mais je ne ferai pas à l'étude des crédits de la planification pluriannuelle. On aura du temps en commission pour ça. Merci, Mme la Présidente. Le ministre sait très bien ce que je lui propose. Il va fournir des scénarios, puis les gens vont commenter les scénarios dans la planif. Ce que je lui demande, c'est s'il est prêt ou non à soumettre un de ces scénarios-là dans la planification annuelle, pas aujourd'hui, qui va permettre que les gens puissent avoir un peu plus d'oxygène puis qu'on puisse s'y commenter. On y reviendra, comme il le dit. Pour l'instant, j'entends qu'on n'est pas certain. On verra. J'aimerais ça vous entendre sur les inventaires, Monsieur le ministre, inventaires au fédéral. Est-ce qu'il serait possible pour vous de nous donner les inventaires par catégorie d'immigration permanente dans les dossiers en cours auprès d'IRCC, dans la donnée statistique la plus récente possible, par catégorie? Monsieur le ministre. Madame la Présidente, si je ne m'abuse, au 1er janvier 2025, on avait environ 42 000, c'est bien ça? Je suis entouré d'une équipe, je vais être sûr, quand je dis le chiffre, que c'est ce que je me réfère ici, là, à la fiche 9 ici. Là. 42 000 personnes qui avaient une demande de résidence permanente en cours de traitement à IRCC ou en attente d'admission. Ce nombre exclut des personnes à charge, conjoints enfants, non accompagnatrices, donc les non accompagnatrices,
Donc, il y a des conjoints enfants. Il y a aussi des parents. Familial, M. le ministre? Ça, 42 000, c'est le Oui, c'est ça, on est là. Il y a conjoints et enfants, grosso modo, là, à peu près 30 000. Puis, dans parents, grands-parents, on est à presque 14 000. C'est normal qu'on ait plus dans conjoints et enfants. D'ailleurs, c'est ce qui est privilégié habituellement. Je ne dis pas que c'est pas exclu d'avoir parents, grands-parents, mais habituellement, en proportion à chaque année, on a davantage de conjoints et enfants qui sont sélectionnés dans année après année dans la part des personnes. Puis, comme je vous dis, depuis plus de 10 ans, là, que ce soit le gouvernement du Parti québécois, le gouvernement du Parti libéral, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec, on s'est toujours maintenu entre 10 000 et 12 000 personnes en regroupement familial année après année. Vous allez pouvoir poser la fiche, M. le ministre? Non, ou les données, je suis dans mes notes personnelles ici, mais là, c'est mentionné, c'est nommé. Donc, les données par catégorie, vous allez pouvoir les soumettre? Ce qu'on peut sortir, oui, en fait, c'est ça. Merci. Exactement, conjoint et enfants, puis parents, grands-parents. C'est ce que je viens de dire. Est-ce qu'on peut connaître l'inventaire dans la catégorie des réfugiés reconnus qui attendent la résidence permanente aussi? Attendez un peu, c'est de trouver la donnée précise auquel vous faites référence. Donc ici, on est à, merci, 45 600 qu'on appelle réfugiés reconnus sur place. Oui. Ici, là, si je ne m'abuse, on parle de demandeurs d'asile réfugiés dont reconnus. le dossier a été traité par IRCC, donc le gouvernement canadien. Parfait, merci beaucoup. J'imagine que vous l'avez aussi pour la catégorie humanitaire. Juste pour être sûr, voilà, ici on est à 12 700. Merci beaucoup, M. le ministre. Et finalement, pour les travailleurs qualifiés. Travailleurs qualifiés, mais là, ici, on est dans... Oui, mais ici, c'est les gens qui sont... Vous pouvez le détailler par catégorie si vous l'avez. On est à 34 000. Au total. Oui. Merci, M. le ministre. Je vais vous revenir en deuxième bloc avec des questions précises sur ces données-là. Je vous remercie de votre explication. Puis si on pouvait effectivement obtenir le tableau par catégorie des inventaires au 1er janvier, je noterai l'engagement, Madame la Présidente, si possible. Oui, effectivement, on peut... On va déposer de l'information. J'ai répondu en toute transparence, mais on pourra vous déposer des informations relatives à ce qu'on vient de dire là, au greffier ou à la commission. Ça fait plaisir. Il y a là quatre catégories. Il y en a plusieurs autres. Là, vous allez déposer le portrait complet. Merci beaucoup. Déposer tout ce qu'on veut déposer. L'engagement de déposer donc le tableau ou le document avec les données que vous venez de dénoncer. Merci, c'est noté. Alors, vous pouvez continuer. Il reste 7 minutes 25 au bloc. Madame la Présidente, j'aimerais ça vous parler de capacité d'accueil, M. le ministre, un élément qui a fait quand même l'objet de plusieurs discussions dans les dernières années. En fait, j'ai posé des questions à votre prédécesseur dans le passé sur comment on la définissait, la capacité d'accueil, puis comment le MIFI arrivait à la conclusion qu'elle était dépassée. Vous vous souvenez, il y avait eu le lancement d'un fonds, un fonds de recherche. Là, je l'ai ici, Action concertée, capacité d'accueil de la société québécoise et établissement durable des personnes en région. Puis, il y avait essentiellement des appels à propositions qui allaient nous permettre de davantage définir ce que composait la capacité d'accueil, puis de la comprendre, puis qu'on puisse la quantifier. On avait des demandes de financement qui devaient être faites avant le 21 février 2024. Est-ce que vous avez des informations pour nous sur ces études-là qui sont en cours? Bref, combien ont été alloués? Quand est-ce qu'on va avoir plus d'informations sur ces études-là commandées par votre prédécesseur sur ce que constitue la capacité d'accueil? Oui. Juste avant d'y aller purement sur la recherche, juste dire que quand on regarde la capacité d'accueil, on regarde la démographie québécoise, l'accroissement de la population, la capacité de logement, l'éducation, donc la capacité de scolariser les jeunes, santé et services sociaux, capacité de soigner toutes ces personnes-là, l'aide sociale, le poids sur les finances publiques, l'aide de dernier recours, puis l'aide sociale, le marché du travail, est-ce qu'on est capable d'absorber ces gens-là dignement? Quel est le pourcentage de taux de chômage? Puis, les services de garde aussi, les listes d'attente. Donc, on est là. Notre capacité à franciser aussi, des gens qui arrivent ici qui ne parlent pas français, est-ce qu'on est capable de les franciser?
Puis j'ai le goût de dire aussi la capacité de payer des Québécois pour tout ça. Puis Sur la si question, vous nous laissez M. le ministre? temps, j'ai des chiffres pour chacun de ces éléments-là. Vous vous intéressez à la capacité d'accueil, mais Oui. Vraiment? Mais Oui. d'abord, laissez-moi répondre. Bien, je vous ai posé une question précise sur les études en cours. Oui, bien, pour ce qui est des études en cours, c'est cet automne. Donc, le MIFI développe actuellement un programme de recherche en collaboration avec le Fonds de recherche du Québec, secteur société, culture. Le lancement sera prévu à l'automne 2025. Le programme va permettre à des chercheurs intéressés de travailler sur des projets qui concernent plusieurs sujets d'intérêt pour le MIFI. Donc, les facteurs qui influencent la capacité d'accueil, ce sera lancé à l'automne 2025. En 23, M. le ministre, je ne comprends pas pourquoi c'est relancé en 25. Le financement devait se faire en 24. Il y avait une question d'annoncer le financement, annoncer l'intention. Là, ce que je vous dis, c'est que le lancement se fera l'automne 2025. Ça sera combien de projets qui vont être financés? Ça a été annoncé en 2023, M. le ministre. C'est le Fonds de recherche qui va recevoir l'appel de candidature. Pour accéder au formulaire de demande de subvention, il est travaux. obligatoire de transmettre une demande avant le 22 novembre 2023. Là, on est en 2025. Attendez un petit peu. Bulletin 22 avril 2024. Il y a manifestement eu des délais parce que ce qu'on me dit, c'est que le lancement va se faire à l'automne 2025. Moi, j'en suis, puis c'est une question importante, Madame la Présidente, la capacité d'accueil, mais j'aimerais ça qu'on puisse faire ce débat-là sur des bases scientifiques. Puis j'aimerais ça que la science soit capable de nous aider à l'étayer. On a un consensus là, autour de la table, mais encore faut-il qu'on soit capable aussi de le définir puis de l'avoir ventilé. Alors là, je vois que le ministre qui nous parle de la capacité d'accueil, qui est très, très, très importante, j'en suis avec lui. Par contre, on n'est pas capable de le définir, puis ça fait 2 ans qu'on lance des appels à proposition de projet. Puis là, on se fait dire que ça ne sera pas avant cet automne. Bon. Monsieur le ministre, vous parlez souvent des demandeurs d'asile. Je me demandais si vous connaissez le taux d'approbation des demandes d'asile en 23-24. Combien de dossiers sont acceptés au Canada en pourcentage? Est-ce que vous le savez? Regardez les informations. Attendez un petit peu. Mais vous, puisque vous en parlez beaucoup, vous faites beaucoup de déclarations. Est-ce que vous êtes... est-ce que vous le savez? Juste le temps de trouver l'information. Pendant qu'on me trouve le chiffre... Mais je vous demande Exact. sur votre connaissance personnelle, Monsieur le ministre. Je comprends que Oui, vous... mais on ne jouera pas à génie en herbe avec Ben, la période des c'est pas ça crédits. que Moi, je je vous veux être demande. sûr de trouver le Je vous chiffre pose une exact. question. Puis je ne vais pas vous sortir une approximation, là, juste Parfait. parce que je veux répondre vite. Là. C'est pas comme ça qu'on va fonctionner. Monsieur député de Saint-Henri-Sainte-Anne, souhaitez-vous poser une autre question Oui, je vais pendant que poser les une autre équipes question, mais cherchent je la pense que- réponse? Il reste 2 minutes 26. Je pense que c'est clair. Là. Je pense que la démonstration a été faite. Là, on parle beaucoup des demandeurs d'asile, mais quels sont véritablement des demandeurs d'asile basés sur la Convention? Le ministre n'est pas en mesure de nous répondre directement. J'aimerais ça vous poser une question sur le hockey, Monsieur le ministre. Malheureusement, un Canadien a été défait hier. Je suis très désolé de ça, mais des gens me faisaient remarquer sur la connaissance du français puis du renouvellement de permis de travail. Là, on a beaucoup parlé dans les dernières années de conditions au renouvellement du permis de travail, conditions qui vont toucher là, des travailleurs en région, dans les différentes manufactures, un petit peu partout. Je me demande, qu'est-ce qui s'applique? Là? On a eu la jeune sensation d'Émile Dove récemment qui est venue. On a Cole Caulfield qui va renouveler son permis de travail. Qu'en est-il pour le renouvellement de permis de travail des joueurs du Canadien? Est-ce qu'ils ont des obligations de connaissance du français pour le renouvellement de leur permis? Bien, je suis content que mon collègue s'intéresse au hockey, moi aussi. Go Habs go! Il n'y a pas de problème avec ça. Malheureusement, bon, on est en reconstruction. L'an prochain, on fera mieux. Effectivement, plusieurs des joueurs professionnels ne sont pas nécessairement des Canadiens. Ils ne sont pas... Il y a tout un florilège de programmes pour savoir qui peut être sur le territoire québécois. Ça fait partie des gens qui sont dans la catégorie des temporaires, pour la plupart, à moins qu'ils fassent une demande là, de résidence permanente puis de devenir des Québécois, des Canadiens. Les joueurs de hockey relèvent davantage du programme fédéral PMI, Programme de mobilité internationale, que du programme Travailleurs étrangers temporaires, TET, qui relève du Québec. Donc là,
Mais est-ce que vous Ça avez relève fait... davantage d'Ottawa. Vous avez souvent dit que vous faites des revendications auprès du fédéral pour que la connaissance du français, qui est excessivement importante, fasse l'objet de conditions au PMI. Est-ce que ça exempterait, je pose la question, là, ça exempterait Cole Caulfield ou ça exempterait des Midov ou ça les viserait? Je ne peux pas En 15 répondre pour secondes. le gouvernement fédéral. Madame la Présidente, on a nos politiques depuis quelques mois maintenant. Quand on veut être immigrant permanent au Québec dans la catégorie que nous contrôlons au Québec, il faut d'abord avoir la Donc, il Monsieur n'y a le pas ministre, d'obligation. le bloc est terminé. Merci. Merci. Alors, je vais maintenant reconnaître le député d'Acadie, aussi pour 14 minutes 45 secondes. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je voudrais juste confirmer avec vous, mon collègue parlait de la réunification familiale. Est-ce que je vous ai bien compris, et corrigez-moi si ce n'est pas le cas, là, qu'il y aurait 44 000 dossiers en attente présentement? Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit? Juste un instant. Recoupement familial. Pardon. On est à 42 000 au 1er janvier de cette année, donc les chiffres quand même assez récents. Il y avait 42 000 personnes qui avaient une demande de résidence permanente en cours de traitement à IRCC ou en demande d'admission dans le cadre du regroupement familial. 42 000. Très bien. Je comprends, Monsieur le ministre, que votre prédécesseur avait publié un arrêté dans le domaine du regroupement familial là, qui disait que le nombre maximum de demandes d'engagement que la ministre, à l'époque, recevra pour la période 2024-2026 dans le cadre du regroupement familial s'est fixé à 13 000. Pourquoi le chiffre de 13 000? Bien, ce qu'on a vu, c'est que traditionnellement, pendant des années, le gouvernement du Québec acquiesçait à des demandes. Et après ça, le gouvernement fédéral fait une deuxième demande, c'est une compétence qui est partagée. Et le gouvernement fédéral, lui, délivre, après ça, la résidence permanente au Canada. Puis Québec leur disait, bon, mais cette année, ça va être, par exemple, 10 200. Puis Québec, Ottawa, acceptait. Disait, très bien, oui, très bien, voici, on le fait ensemble. Et parmi la banque, on en donne. Cette année, Québec dit 2200, on donne 2200, etc. Là, le gouvernement canadien a dit, bien là, finalement, moi, je veux tous les accepter. Et, bien, je vais arrêter, Mme la Présidente, mais j'aimerais ça être capable de donner la réponse complète. C'est pas parce que la réponse est courte que la réponse, que la question est courte que la réponse. Ça peut être toujours des fois. Le principe en études de crédit, c'est qu'on tente d'avoir le même temps de réponse que le temps de questions. Monsieur le député d'Acadie. Merci, Mme la Présidente. Alors, donc, 13 000. Et là, vous me dites que c'est historique. Sauf que vous venez de nous informer, de partager avec nous, Monsieur le ministre, qu'il y a 44 000 dossiers en attente. Et vous savez, comme moi, que dans le reste du Canada, le délai d'attente est d'à peu près 13-14 mois, alors que là, au Québec, c'était 30 quelques mois. Puis là, avec le nombre de dossiers que vous venez de dire, ça va monter à 40 quelques mois. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour corriger la situation, étant entendu que moi, je vous ai fait une proposition, je vous ai tendu la main, Monsieur le ministre, j'ai fait de même avec votre prédécesseur, pour être capable de régler ce nombre de dossiers-là. Alors, est-ce que vous avez une solution? Est-ce que vous allez vous adapter compte tenu du nombre de demandes, compte tenu du chiffre que vous fixez à 13 000 puis que vous dites que c'est un chiffre historique? Parce que là, vos délais vont continuer à augmenter. Suivre la réponse sur le thème. Pendant des années, Ottawa admettait le nombre de personnes que Québec disait. Là, ils ont dit, ah non, non, nous, on va accepter tout le monde, finalement. Puis à ce moment-là, ça n'aurait aucun sens, parce que là, c'est comme s'ils allaient tout à coup accepter tout le monde sur les attentes d'un seul coup, faisant exploser nos seuils. Finalement, ils ne l'ont pas fait. Et là, ce qu'on a dit, bien, par contre, on va arrêter de délivrer des acceptations tout de suite en ayant confiance en notre partenaire qui, ensuite, va accepter le nombre de personnes dit à chaque année. On va dire, finalement, on va en donner moins nous-mêmes. Donc, le 13 000, ce n'est pas en une année. Notre 13 000, là, il est sur 2 ans. Pour arrêter d'envoyer des demandes approuvées à Ottawa, faisant confiance à notre partenaire, parce qu'ils nous ont dit qu'ils allaient changer leur manière de faire. Nous, là, depuis des années, que ce soit le gouvernement du Parti québécois, le gouvernement du Parti libéral, le
gouvernement de la Coalition Avenir Québec, on se tient en 10 000, 12 000 réunifications familiales par année. On ne va pas faire une politique juste pour dire je vais vider une liste d'attente parce qu'elle va augmenter d'autant. Les gens vont dire, finalement, il y en a plus. On va en prendre plus, on va avoir plus de demandes. J'ai une autre question, M. le ministre. Quand vous parlez de votre partenaire, et vous dites à un moment donné, bon, le partenaire, vous voulez vider les listes. Quand le partenaire, qui est le gouvernement fédéral, obtient un dossier, ce n'est pas d'abord parce que vous l'avez approuvé? Bien, quand on a une compétence qui est partagée, il y a des choses qui se font justement en amont, en aval, puis pendant des années, votre gouvernement libéral approuvait des demandes. Supposons qu'il disait, bon, bien, il y en a 20 000 qu'on pourrait accepter. On les approuve, puis on dit à Ottawa, mais cette année, acceptez-en 10 200. Et ça fonctionnait comme ça pendant des années. Ça a fonctionné comme ça sous les précédents gouvernements. En conclusion? Là, le gouvernement fédéral a décidé de changer sa manière d'agir, donc nous changeons donc notre manière d'agir aussi. Madame la présidente, c'est que si le gouvernement fédéral en a, c'est parce que vous les avez vous-même approuvés d'abord. Comprenez-vous? Donc, quand vous dites notre partenaire fédéral, le partenaire fédéral, il ne les invente pas. C'est parce que vous avez fait le travail, puis que, bien là, ils les ont. Alors, puis après ça, vous fixez un seuil, puis là, bien, je vous ai demandé pourquoi 13 000, sur quelle méthode scientifique vous vous basez. Je n'ai pas eu de réponse. Vous allez en traiter 13 000. Je comprends que ça, c'est ce que vous traitez chez vous, dans votre ministère, dans le volet regroupement familial. Est-ce que vous en avez des dossiers qui sont en attente au-delà des 13 000 que vous ne traitez pas ou que vous ne pouvez pas traiter? Non, on n'en a pas. Je veux juste donner un peu de contexte, qu'on comprenne tous très bien. Pour que le nombre de personnes sélectionnées par le ministre dans la catégorie de recrutement familial soit en phase avec les seuils d'admission qui sont planifiés par le gouvernement dans nos exercices de planification pluriannuelle qu'on fait ensemble, le MIFI a mis en place une gestion des demandes d'engagement. Donc, du 26 juin 2024 au 25 juin 2026, sur 2 ans, le nombre maximal de demandes d'engagement à recevoir sera donc de 13 000 à ce moment-ci pour être capable de respecter notre capacité d'accueil puis de respecter les chiffres qu'on établit comme gouvernement, mais aussi dans le respect des travaux des commissions en fonction de notre capacité d'accueil. En conclusion. Toujours dans le même dossier, est-ce que vous avez pris connaissance, Monsieur le ministre, du sondage qui a été demandé par Québec Réunifié à la firme Léger et qui traite spécifiquement du regroupement familial au Québec, où on nous dit, entre autres, que les délais de traitement, c'est une question qui était posée, les délais de traitement pour réunir des familles québécoises devraient respecter la durée de traitement canadienne de 12 mois. Si vous ne l'avez pas vu, pour votre information, il y a 67 % des gens sondés qui étaient en accord. Faciliter le regroupement familial devrait être une priorité importante pour les gouvernements fédéral et provincial de Québec en matière d'immigration. Plutôt d'accord, tout à fait d'accord, il y a 64 % des gens. Alors, moi, je vous le disais précédemment, je vous ai fait une proposition pour que vous puissiez au moins traiter les dossiers qui sont en attente, parce qu'entre 13 mois ou 12 mois au Canada, puis là, bien, ça va être encore pire au Québec, il y a, vous le savez, on en a parlé, il y a des rapports qui disent que pour ces familles-là, il y a un impact psychologique important, avec du stress, avec des traumatismes. Est-ce que vous allez faire quelque chose? Bien, la planification pluriannuelle pour les années à venir, on va la faire ensemble dans les prochains mois. Le cahier va être déposé. On va avoir tous ces chiffres-là. Il va y avoir des scénarios mis à l'étude. La société civile va venir nous voir en commission. Puis on prendra des engagements ensuite comme gouvernement après avoir entendu tout le monde. À l'étude des crédits aujourd'hui, je ne vais pas faire la planification pluriannuelle des 3, sinon des 4 prochaines années avant le dépôt des cahiers, avant d'écouter les experts. Je ne pense pas que c'est viable comme manière de travailler. En maintenant, je comprends que, prises isolément, chacune des questions suscite, je vous dirais, une réponse qui est différente. Mais comme gouvernement, on doit avoir, nous, une vue d'ensemble. Si on dit, écoutez, est-ce que vous voulez avoir un Québec humanitaire, accueillir des réfugiés, des gens en détresse, c'est sûr que les Québécois vont dire oui. Les Québécois ont le cœur sur la main, puis ils sont d'accord avec ça. Si vous dites, vous savez, les étudiants étrangers,
c'est une richesse. Ce sont des gens qui viennent de partout, qui viennent étudier ici. Ce sont des immigrants remarquables ensuite. On se dit, bien, certains, on en veut. Ben oui, absolument. Après ça, on va dire, ouais, la réunification familiale, c'est important. C'est une question humaine. Les couples séparés, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous accueillez? Bien oui, certains. On va dire oui, individuellement, dans chacun des cas. Mais après ça, là, on a une responsabilité comme gouvernement. Et vous avez une responsabilité aussi, chers collègues. En conclusion. D'avoir une vue d'ensemble. Puis c'est pas vrai que la capacité d'accueil va devenir de 80 000 ou de 100 000 l'an prochain. Parce Madame que la Présidente, ma question ne traitait pas de la... On est là sur un sujet très précis. Je parlais d'un arrêté ministériel qui a été pris par le gouvernement. Maintenant, toujours dans le même domaine de la réunification familiale, il y a des familles là-dedans. Alors, il y en a, c'est des conjointes, il y en a qui ont des enfants, qui sont en attente. Êtes-vous prêt, Monsieur le ministre, à prioriser ces dossiers-là au sein de votre ministère pour s'assurer que des familles avec des enfants vont être réunies, compte tenu des obligations du Québec en vertu de la Convention relative aux droits de l'enfant? Bien, année après année, les dossiers qui sont privilégiés sont les réunifications familiales qui impliquent conjoint, conjointe et enfants. Année après année, c'est une décision là, qui est prise. Les gouvernements font ce choix. Donc, on est très sensible à ça. Je veux dire, qui ne serait pas sensible à des réunifications familiales de conjoints, de conjointes, puis d'amener les enfants avec les parents? Par contre, il faut penser que les enfants, c'est pas toujours là, des tout petits enfants, des bambins qui sont séparés de leurs enfants, c'est pas ça. Mais écoutez, c'est une question qui est délicate. On parle de politique nationale. On ne parle pas juste de faire de la politique, on parle de faire des politiques. Mais on est toujours très conscient qu'on parle de personnes, qu'on parle de famille, qu'on parle d'enfants. Puis on en tient compte. Merci. Dans nos débats. Bien, justement, là-dessus, Monsieur le ministre, on se rejoint, on parle de personnes. L'immigration, ce n'est pas uniquement des chiffres, je l'ai dit à plusieurs reprises. Mais là, je vous parle particulièrement de la réunification des familles, puis je vous parle, entre autres, des obligations, notamment du Québec, en ce qui a trait à la Convention relative aux droits de l'enfant. Et l'article 10 est clair à cet effet-là. Les États parties veillent, et je cite, en outre, à ce que la représentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. Moi, ce que j'aimerais savoir de vous, Monsieur le ministre, dans votre inventaire, vous en avez combien de ces dossiers-là? C'est quoi votre délai de traitement? Parce que je vous soumets, Madame la Présidente, que si vous avez des dossiers où il y a des enfants et les familles ne sont pas réunies et que le délai, c'est 3 ou 4 ans, ça m'apparaît ne pas respecter l'article 10 de la Convention relative aux droits de l'enfant, Monsieur le ministre. Juste être sûr, parce que j'ai un élément de réponse qui est intéressant. Le MIFI, là, le ministère continue de recevoir en tout temps, hors plafond, les demandes qui visent les enfants qui sont mineurs. D'accord? Je le précise, le MIFI continue en tout temps de recevoir les demandes d'engagement visant un enfant qui est à charge mineur, un enfant mineur à adopter, un enfant mineur orphelin, un enfant majeur qui est dépendant de l'un ou l'autre de ses parents en raison de son état physique ou mental. Donc, ici, on est ailleurs et on le traite différemment. Mais tous les enfants ne sont pas mineurs. J'ai 2 filles qui sont majeures au moment où on se parle. Il faut se faire attention quand on parle des enfants. Et quel est le délai de traitement pour ces dossiers-là, Monsieur le ministre? On me dit qu'on les traite en tout temps de manière continue. Je vais vous trouver le chiffre. Trouver le chiffre, vous vous engagez à le partager avec la Commission? On va essayer de trouver la... Bien, pas essayer, on va trouver la réponse quand on parle d'enfants mineurs, les cas dont je viens de vous parler. Parfait. Parfait, je vous remercie. Maintenant, on revient au volet de la francisation dont on parlait précédemment. Donc, dans la réponse qu'on a posée dans les crédits, et là, je suis au renseignement particulier concernant la francisation au Québec. En ce qui a trait au budget 2024-2025 en francisation, nous, ce qu'on nous a répondu, c'est 289,6 millions. On précisait que ça n'incluait pas le transfert au ministère de l'Éducation pour 114,4 millions.
Maintenant, vous nous avez dit qu'en plus de ça, votre ministère donnait d'autres montants à d'autres ministères? Parce que tout à l'heure, vous m'avez parlé des transferts fédéraux. Transferts fédéraux, exactement, oui, c'est vrai. Mais là, après, il y a ce que vous faites avec quand c'est rendu au gouvernement du Québec. Oui, mais c'est parce que quand vous me parliez des transferts fédéraux, vous me parliez de l'accueil et de la francisation. Donc, il y a des transferts qui sont faits dans d'autres ministères qui touchent davantage l'accueil, mais on a maintenant un guichet unique avec Francisation Québec. C'est Francisation Québec qui s'occupe de la francisation. Après ça, qui fait des protocoles d'entente. D'ailleurs, j'ai annoncé hier une entente avec le ministère de l'Éducation à hauteur de 119,4 Merci. Le bloc est terminé. millions. Le bloc est terminé. Alors, je vais maintenant reconnaître le député de Camille Lorrain pour 14 minutes 45 secondes. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le ministre. D'entrée de jeu, je veux vous dire que mon point de vue sur votre travail, c'est que vous avez honnêtement tenté de corriger plusieurs aberrations, dans le sens où, en matière d'immigration, vous avez hérité d'un bilan, à mes yeux, catastrophique. Et vous avez tenté de corriger certaines des difficultés. De mon point de vue, ça n'exonère pas la CAQ de ne pas avoir rempli son engagement de 2018. On se souviendra du slogan « En prendre moins pour en prendre soin ». Ça n'exonère pas le discours en 2022 qui ne correspond pas aux décisions qui ont été prises par après. Mais je constate que dans un certain nombre de catégories, vous avez redressé ou tenté de corriger certaines des politiques publiques. Et donc, le but pour moi aujourd'hui, c'est d'aborder chacune des catégories dans le cadre desquelles vous avez pris des décisions pour évaluer vous allez où et on en est rendu où. Une des catégories qui représente le plus la perte de contrôle du gouvernement en matière d'immigration, c'est l'explosion dans la catégorie des travailleurs temporaires. Donc, le nombre de titulaires de permis de travail du programme des travailleurs étrangers temporaires, PTET, a augmenté par 651 % sous votre gouvernement. De 2018 à 2024, on est passé de 9 640 à 72 405. Le nombre de titulaires d'un permis de travail du programme de mobilité internationale appelé PMI, lui, il a augmenté de 116 %. Donc, dans la même période de votre gouvernement, on est passé de 57 980 à 125 200. Et tout ça, c'est sous la tutelle de la CAQ qui tenait un tout autre discours sur ses orientations en matière de seuil d'immigration. Pouvez-vous reconnaître que l'augmentation historique des travailleurs étrangers temporaires est en grande partie la responsabilité de votre gouvernement? Parler de deux catégories de travailleurs étrangers temporaires. Il y en a une qui relève davantage de Québec, puis l'autre qui relève vraiment d'Ottawa. Il y a eu un contexte très, très particulier. Puis, c'est pas une excuse, là, dans le sens, c'est pas de notre faute, c'est ça qui est arrivé. C'est juste que, écoutez, il y a eu la pandémie qui a secoué toutes les colonnes du temple, qui a amené plusieurs personnes à prendre leur retraite, à devancer leur retraite rapidement. Il y a un vieillissement de la population, mais je vous dirais qu'il y a eu une déperdition aussi de gens qui ont quitté le marché du travail pour ne pas y revenir entre 2020 et 2022. Puis on a eu un rebond économique incroyable après la pandémie, le meilleur au Canada. Donc de ça, on peut être fier. Et donc, de cela est venu pour beaucoup d'entreprises ce besoin de dire, en cas d'urgence, briser la vitre, là, de dire, bien là, j'ai besoin de travailleurs étrangers temporaires pour continuer à faire en 2023 ce que je faisais en 2019, juste avant cette pandémie. Et plusieurs personnes, effectivement, plusieurs entreprises ont fait venir beaucoup de travailleurs étrangers temporaires. Au moment où on se parle, on est à peu près à 72 000 sur le territoire québécois. C'est un nombre qui est très élevé et c'est un nombre que le premier ministre s'est engagé à diminuer. C'est un nombre que je me suis engagé à diminuer aussi. On veut le faire avec doigté. On ne veut pas faire fermer des entreprises à grandeur du Québec. On ne veut pas mettre à pied des gens, des Québécois qui travaillent, mais qui travaillent dans une manufacture qui reste ouverte parce qu'il y a aussi des travailleurs étrangers temporaires. Donc, c'est délicat,
d'arriver avec des mesures qui respectent notre capacité d'accueil, qui nous permettent de diminuer le nombre des migrants temporaires sur le territoire québécois, en faisant attention à notre tissu économique, surtout notre tissu économique en région, je dirais surtout le manufacturier. Mais on va le faire. En conclusion. On va le faire, puis on va en discuter beaucoup dans le cadre de la planification pluriannuelle. J'entends l'explication du ministre à l'effet que la pandémie y est pour beaucoup. On a pris des orientations en fonction d'une pénurie de main-d'œuvre dans le contexte de la pandémie. Je souligne que l'idée que la hausse des seuils d'immigration temporaire ou permanente est une solution à la pénurie de main-d'œuvre a été contredite par de nombreuses études. Mais je constate également, parce que vous me parlez de la catégorie qui est sous le fédéral, c'est bel et bien le gouvernement de la CAQ qui a signé une entente qui s'appelle « Entente concernant le programme des travailleurs étrangers temporaires et le programme de mobilité internationale en réponse aux besoins du marché du travail du Québec ». Et dans cette entente-là, on augmente, à la demande de Québec, plein de catégories d'immigration. Les seuils passent d'une hausse de 10 à 20 des travailleurs temporaires pour les postes à bas salaire. La catégorie C est élargie, la catégorie D est augmentée, une exemption de refus de traitement pour certaines microéconomies, mise en place d'un nouveau programme PMI qui permet l'émission de 7000 permis. Donc, si j'en prends votre version des faits, c'est une réaction, cette demande d'hausser l'immigration de la CAQ à la pandémie. Ce que je ne comprends pas, c'est que cette entente-là était censée prendre fin le 31 décembre 2023. Donc, à la limite, si les gens qui nous écoutent donnent le bénéfice du doute au gouvernement, ce qui est incompréhensible, c'est qu'à cette date-là, on décide de réitérer, de rallonger une entente qui était terminée jusqu'en 2025, jusqu'au 23 février 2025. Est-ce que le ministre peut au moins reconnaître que ses prédécesseurs qui ont décidé de signer, mais surtout de reconduire cette entente-là, ont participé à la perte de contrôle de l'immigration temporaire du Québec que vous dénoncez vous-même constamment en Chambre? Bien, je pense qu'il faut faire attention. Il ne faut pas être dogmatique. Il faut regarder les chiffres, regarder les besoins de main-d'œuvre, regarder notre capacité d'accueil, puis prendre les meilleures décisions. Puis faire attention au mur à mur. Il faut penser aussi qu'on a plusieurs travailleurs étrangers temporaires qui sont fort utiles dans le réseau de la santé, qui sont fort utiles dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la transformation alimentaire aussi. L'occupation du territoire, c'est important pour nous, en tant que gouvernement des régions aussi. Si on refusait tout ça d'un coup, en un coup de tête, parce que les chiffres sont trop gros, voici, on coupe, bien, il y aurait des champs qui retourneraient en friche, là. C'est protéger le territoire agricole, c'est intéressant dans la mesure où on l'exploite aussi, notre territoire agricole. Il ne s'agit pas de revirer des champs en friche parce qu'on renonce à tout ça. La problématique est réelle. La solution doit être réfléchie, puis on prend le temps d'analyser les conséquences. Là où il y a eu des dérapages, je vous dirais, c'est bien davantage du côté du PMI. Parce que pour la question des travailleurs étrangers temporaires, là, oui, il y a une augmentation qui est trop élevée, puis oui, il va y avoir un ajustement. Mais il faut penser qu'en 2023, le taux de chômage était de 4,5 %. Les postes vacants étaient très, très nombreux. On ne pouvait pas, d'un coup comme ça, dire, bien, écoutez, vous avez des postes vacants, fermez, remplissez pas vos commandes, arrêtez de cueillir les fruits dans les champs. Il fallait faire attention. Faire attention. Ce qu'on voit, c'est ce qui a vraiment explosé. C'est beaucoup plus de l'augmentation, c'est beaucoup plus du côté du gouvernement fédéral, où il y a 400 000 en conclusion, Monsieur le ministre, temporaires, puis le PMI, lui, a explosé, sans les analyses d'impact sur le marché du travail. Nous, on en fait, eux n'en font pas. Merci. C'est intéressant comme échange, parce que c'est justement ça, mon commentaire, à savoir, ça, c'est une entente où le gouvernement du Québec supplie le fédéral d'augmenter un paquet de catégories de seuil. Puis à la limite, si j'accepte votre explication sur la pandémie, je comprends, mais on a décidé de le reconduire jusqu'en 2025, et au même moment que la décision du gouvernement, c'était de
étendre à nouveau pour un autre 2 ans cette entente-là. Moi, j'étais en chambre le 6 juin 2023 et je demandais à votre prédécesseur, qui est aujourd'hui ministre de l'Économie, une question très simple, à savoir, est-ce qu'elle compte avoir une planification de l'immigration temporaire? Mettre des seuils, juste réfléchir à cette planification-là. Je vous cite la réponse. Ouvrir les guillemets, là. Il n'y aura pas de seuil qui sera fixé sur l'immigration temporaire parce que ça voudrait dire une économie planifiée. Est-ce que le PQ veut une économie planifiée? Donc, moi, je veux savoir de votre part, est-ce que vous pensez toujours, est-ce toujours la position du gouvernement que planifier l'immigration temporaire, on ne devrait pas le faire parce que ce serait une économie planifiée? Je pense que le contexte a changé. Puis je pense qu'on ne peut pas prendre des décisions d'un seul coup. Vous savez, la pandémie, on n'avait pas de vaccin. Après ça, on avait un vaccin. Puis avec notre manière de s'inscrire, ça a été très, très rapide. Ça a été salué par toute la planète. Je veux dire, tu peux arrêter la pandémie en quelques mois quand les vaccins sont là. Boum! Mais des industries complètes, des entreprises établies pendant des années, des contrats qui sont sur plusieurs années, tu ne peux pas le faire d'un coup. C'est terminé, boum, on ferme les vannes d'un seul coup. Pas de temps pour s'automatiser, pas de temps pour se revirer de bord, pas le temps pour améliorer la mécanique, c'est pas possible. Pour ce qui est de la planification, allons sur le point. Là. Mais je ne ferai pas 10 minutes. Donnez-moi 45 secondes, je vais vous répondre. J'ai le souci de répondre. Pour ce qui est de la planification des temporaires, je pense qu'elle est nécessaire, comme elle est nécessaire de la planification des permanents. J'ai déposé une loi l'automne dernier que nous avons adoptée qui précise que nous allons faire, c'est maintenant dans la loi, donc c'est dans la loi, nous allons, lors de la prochaine planification pluriannuelle, planifier à la fois l'immigration permanente et l'immigration temporaire. Je pense qu'avec les normes que nous avons aujourd'hui, c'est un incontournable. Ce n'était pas la même chose il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans. En conclusion, oui. Je veux simplement faire valoir au ministre qu'au moment où Québec demandait au fédéral d'hausser les seuils temporaires et reconduisait une entente où est-ce que clairement c'est les demandes de Québec d'hausser les seuils temporaires, on se faisait répondre qu'il ne faut pas planifier l'immigration temporaire parce que ce serait une économie planifiée. Je comprends qu'ensuite, vous ajustez le tir. Ce qui m'amène à l'autre sujet, le PEC. Donc, votre prédécesseur, l'actuel ministre de l'Économie, a complètement ouvert le PEC de sorte que ça ne comptait plus dans les seuils. Et la réaction du Parti québécois, ça a été de dire, bien, s'il n'y a pas de limite au PEC, il va y avoir des conséquences sur le seuil total d'immigration. Je pense que vous avez réalisé ce qui se passait, puis que vous avez essayé de corriger ce tir-là, en imposant un moratoire sur le PEC. Mais on a quand même approché de 70 000 le seuil d'immigration permanente au Québec en raison de décisions comme celle-là, mais c'est complètement l'inverse de ce qui a été dit en campagne électorale. Donc, je comprends que vous avez posé des gestes par rapport à ce contournement du calcul, mais est-ce que le ministre peut reconnaître au moins que de soustraire le PEC des seuils, c'était une erreur qui est très grave de la part de sa prédécesseur et que c'est une erreur que vous avez corrigée, mais qui a quand même toujours des conséquences aujourd'hui? Est-ce qu'il peut reconnaître qu'on a fait exploser les seuils en jouant dans le calcul et en ouvrant une catégorie sans aucune planification à nouveau? Monsieur le ministre, oui. 2025, on est à la 2e année de la dernière planification pluriannuelle qui était exceptionnelle sur 2 ans. Habituellement, c'est pour plus que 2 ans, c'est 3 ans, sinon 4 ans de planification pluriannuelle d'immigration. La dernière fois, ma prédécesseur l'a fait sur 2 ans. Pourquoi? Parce qu'on était dans un moment de transition. On sortait de la pandémie, dans un contexte hors du monde, complètement différent, un rebond économique incroyable, une soif pour des travailleurs étrangers jamais vue. Parce que la situation a changé, pas parce que les entreprises, c'est des méchantes personnes, là. C'est parce que la situation a changé et ils devaient s'adapter. Ma collègue a pris une décision qui était tout à fait correcte dans le contexte.
On peut toujours, à la fin de la partie, moi, hier, je vous dirais, je n'aurais pas mis les mêmes joueurs que Martin Saint-Louis sur la glace en troisième période, mais c'est facile une fois il nous reste 30 le match secondes. terminé. Il nous reste 30 secondes. Juste précision. Il reste juste 30 secondes. Qu'est-ce qui a changé tant que ça dans le contexte? Écoutez, l'économie a changé, le taux de chômage a changé, le rebond économique est différent et effectivement, on se dirige vers une planification pluriannuelle qui sera différente. Puis effectivement, j'ai mis sur pause le programme de PEC diplômés en 2024, voyant qu'en 2025, on allait avoir plus de 10 000, peut-être même 15 000 personnes qui allaient arriver. Des gens francophones, des gens formés dans une université, pas de problème de reconnaissance d'acquis, des immigrants permanents, je pense, idéaux, mais en très, très grand nombre. Il fallait mettre ça sur pause, le temps de faire la réflexion pour la prochaine planification. Je pense que c'était Merci, sage. le bloc est terminé. Alors, je reconnais maintenant le député d'Acadie pour 14 minutes 34 secondes. Merci, Madame la Présidente. Alors, continuons en francisation, Monsieur le ministre. L'année qui vient de passer a été particulièrement difficile pour la francisation. Il y a eu énormément de coupes. Moi, j'en ai noté quelques-unes que je partage avec vous. 23 groupes de fermés au centre de services scolaires de la région de Sherbrooke, 90 des classes annulées au centre de services scolaires des Mille-Îles, 50 d'annulation au centre de services scolaires des affluents à Repentigny, réduction de 20 à 7 classes au centre de services scolaires des Patriotes, réduction du tiers du nombre d'admissions au centre de francisation de Sainte-Foy. Compte tenu de tout ça, évidemment, les délais en francisation ont explosé. Délai moyen d'attente pour être admis à un cours de francisation s'est passé de 32 jours, et là, on parle de jours ouvrables, en 2022-2023, à 84 jours. C'est plus de 4 mois. Et si on regarde les différentes régions, par exemple, en Estrie, 92 jours d'attente. L'Outaouais, 85. En Abitibi, 96. À Laval, 85. Lanaudière, 108 jours. Ça, c'est plus de 5 mois, Madame la Présidente. Montérégie, 103 jours. Donc ça, c'est ma compréhension, Monsieur le ministre, vous confirmerez, c'est le temps que les gens attendent pour être francisés. Maintenant, quand on juxtapose ces délais-là à la Charte de la langue française, j'aimerais attirer votre attention sur le fait, Monsieur le ministre, parce que vous êtes également responsable de la Charte, l'article 6.1, que vous connaissez très bien. Toute personne domiciliée au Québec a droit aux services prévus et offerts en vertu des articles 88.12 et .13 pour faire l'apprentissage du français. Ce n'est pas tout. L'article 22.3, un organisme de l'administration, quand il doit donner des services, il va fournir des services pour l'accueil au sein de la Société québécoise de personnes immigrantes durant leurs 6 premiers mois de leur arrivée au Québec. Alors, 6 mois, puis après ça, c'est en français. Je vous rappelle que dans l'Anaudière, là, ça prend plus de 5 mois pour être inscrit. Et à 88.12, Francisation au Québec fournit des services d'apprentissage du français aux personnes domiciliées au Québec. Alors, Monsieur le ministre, comment vous êtes capable de conjuguer ça? Parce que si on prend certaines de ces régions-là où des cours ont été coupés, il y a des gens qui vont attendre plus de 5 mois avant de commencer à apprendre le français. Et ce que je comprends, c'est que l'administration va arrêter de communiquer avec eux dans leur langue et leur parler uniquement en français après 6 mois. Comment vous pensez que quelqu'un peut fonctionner, recevoir des services dans une situation comme celle-là? Est-ce que vous aviez planifié avant que ça arrive? Aviez-vous un plan? Ou si vous n'avez fait que constater l'échec de Francisation Québec? Madame la Présidente, Francisation Québec, c'est un succès exceptionnel.
si on veut chercher un échec, là, c'est les services de francisation sous le précédent gouvernement libéral. La vérificatrice générale avait qualifié ça de fiasco. Je vais rester parlementaire. Je demande les gens de fouiller pour fiasco dans le dictionnaire Larousse. Ils vont être surpris de ce qu'ils vont trouver. On y reviendra peut-être si mon collègue insiste. Je lui servirai la réponse. Pour Francisation Québec, mon collègue a parlé là, de coupure, de compression. Regardons ici. Là. La ligne bleue en bas, c'est mois par mois, combien de personnes suivaient des cours à Francisation Québec il y a en 2023-2024. C'était déjà exceptionnel. La ligne en bleu en haut, c'est combien de personnes suivaient des cours à Francisation Québec, mois après mois, l'année des coupures. Puis l'automne passé, là, souvenez-vous des grands titres qu'on voyait, c'était terrible, les classes qui ferment, les classes qui ferment, les classes qui ferment. En réalité, il y avait un transfert, il y avait un problème, un enjeu de stabilité dans l'offre de cours dans le réseau scolaire. Mais de l'autre côté, on ouvrait d'autres cours et on en ouvrait davantage. Regardez, mois après mois, l'année qui vient de passer, on a battu l'année précédente. On a francisé cette année plus de 90 000 personnes. Mon collègue qui pose la question, qui dit qu'on n'en fait pas assez, bien, son dernier gouvernement, ce gouvernement libéral, on était en bas de 30 000. Cette année, on vient de faire 90 000. Ceux qui n'en faisaient que très peu critiquent ceux qui en font vraiment beaucoup. Le résultat, c'est que cette année, on a fait 300 % de ce que le dernier gouvernement libéral a fait. Puis cette année, ils nous font la leçon. Les faiseurs de fiasco disent qu'on est en échec. Oh, pas bien. En octobre dernier, alors que supposément on était en grande coupure, on francisait 40 000 personnes. En 2023, c'était 28 700. En novembre dernier, on francisait 36 000 personnes, alors qu'en novembre 2023, c'était 21 000. En décembre, on francisait, il y a quelques mois, 32 000 personnes, alors que l'année avant, on en francisait 26 000. Donc, il y a eu des enjeux l'an passé avec le réseau de Francisation Québec. On n'avait pas la stabilité qu'on voulait dans le réseau scolaire. Je vous fais la démonstration ici que les étudiants étaient plus nombreux à chaque mois, malgré tout. Puis j'ai annoncé dernièrement qu'il n'y aura plus cet enjeu-là pour l'an prochain. Il y a une entente, le financement est stable, le financement est relevé, l'entente avec le réseau scolaire est renouvelée, la prévisibilité sera là, on n'aura pas un yo-yo de cours qui ouvre et qui ferme pour l'année à venir. Je pense que c'est de nature à rassurer tout le monde. Merci, M. le ministre. Monsieur le député. Merci, Mme la présidente. Sauf que vous aviez aussi des ententes avec les centres de services scolaires l'année passée, M. le ministre. Là. Alors donc, qu'est-ce que vous planifiez pour cette année? Est-ce que vous avez des indicateurs selon les différents centres de services scolaires et les régions pour s'assurer que ça n'arrivera pas? Les chiffres, M. le ministre, c'est pas moi qui les invente, là. C'est des statistiques qu'on a obtenues. Donc, quand je vous dis que dans l'Anaudière, il y avait 108 jours d'attente, c'est plus de 5 mois. Alors, c'est votre responsabilité, pas la mienne. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour corriger la situation? Et vous avez lu, comme moi, tous les journaux. On en avait toutes les semaines qui disaient que c'était pénible, les classes fermaient. Combien on a lu là-dessus? Donc, Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous allez faire pour que ça ne se reproduise plus? Ce que je peux vous dire, c'est qu'au moment où on se parle, notre liste d'attente est coupée de presque 50 % par rapport à il y a un an. Donc, non seulement on a francisé cette année 90 000 personnes, qui étaient au-delà de ma prévision de 80 000, on a francisé 90 000 personnes. Non seulement on a dépassé nos attentes, non seulement on a fait 300 %, 3 fois plus que le dernier gouvernement libéral, mais en plus, sur un an, notre liste d'attente aurait été réduite de presque 50 %. Mon collègue dit encore, c'est pas assez. Mais, quand on écoute les périodes de questions, le Parti libéral nous dit, vous dépensez trop. Mais là, écoutez, est-ce que je peux continuer? Oui, il restait 5 secondes au ministre. On ne peut pas franciser 600 000, 700 000, 800 000 personnes. La capacité de payer les Québécois et les Québécoises, elle est... Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Oui. Maintenant,
j'aimerais revenir aux étudiants internationaux, Monsieur le ministre. Et on en a parlé un peu plus tôt, il y a eu le projet de loi 74 et on a vu aussi, on en a parlé plus tôt, certaines de ces conséquences-là. Maintenant, j'ai une question ou deux pour vous là-dessus parce que quand on a étudié le projet de loi, on essayait de savoir qu'est-ce que vous étiez en train de corriger, puis c'était quoi l'enjeu, puis c'était quoi le problème. Et vous nous avez expliqué que, bon, il y avait eu des poursuites, il y avait eu des abus, mais on n'a pas été capable d'en obtenir davantage. Donc, je veux vous poser certaines questions là-dessus parce que récemment, dans le Journal de Québec, il y a eu des articles qui ont été publiés par la journaliste Nora Lamontagne, qui a fait un travail d'enquête relativement à un collège qui serait rempli d'étudiants étrangers. Et quand on regarde l'article, on réfère au Collège supérieur de Montréal, situé au centre-ville. On dit qu'il y aurait effectivement des milliers d'étudiants. Ça donnerait accès à un permis de travail. Au ministère, vous avez affirmé que les dispositions législatives avant le PL 74 vous empêchaient de corriger cette situation-là. Et donc, vous avez vu des dérapages dans le milieu. C'est ce qui est écrit. On dit, le mois dernier, le ministre de l'Immigration a déposé le projet de loi 74 pour mieux contrôler la venue d'étudiants étrangers, vu les dérapages dans le milieu. Alors, j'ai pris connaissance de votre décret de février 2025 qui cible des demandes. Et quand on regarde dans la colonne pour le Collège supérieur de Montréal, le nombre maximal de demandes que vous permettez, c'est 8 966 demandes. Alors, ma question est la suivante. Si vous vouliez régler certains problèmes, est-ce que ce collège-là était un problème? Et pourquoi vous permettez, si c'est le cas, qu'il puisse encore avoir 8 966 demandes? Madame la Présidente, est-ce que je comprends que mon collègue est maintenant en faveur de la loi? C'est juste, j'essaie dessus parce que l'automne passé, il disait. Monsieur le ministre, monsieur le député peut reformuler sa question. Alors, je peux très bien la reformuler. La question ici, madame, c'est de savoir, madame la Présidente, c'est d'essayer de comprendre ce que fait le ministre. Quand on a été et qu'on a étudié le projet de loi 74, il y a une série de personnes en consultation particulière qui sont venues nous dire, notamment tous les recteurs d'université, ne touchez pas à ça, on est capable de gérer. C'est le ministre qui nous a dit qu'il y avait des enjeux dans certains dossiers. Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a un collège qui aurait pu être problématique, puis le ministre accorde encore 8 966 demande à ce collège-là. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi, si c'est si problématique, vous permettez ce nombre de postes-là, alors que, quand on regarde d'autres établissements, bien évidemment, le nombre maximal de demandes qui peuvent être acceptées sont beaucoup moins nombreuses, notamment plusieurs universités, plusieurs cégeps. En fait, ce collège-là a plus de demande qu'il peut accepter que l'Université Laval. Monsieur le ministre, il reste 1 minute 12 au bloc. OK. Bon, très bien. Bien, ce que je comprends, c'est que mon collègue aurait souhaité qu'on en donne moins au Collège supérieur de Laval. Et pour le faire, il fallait adopter la loi contre laquelle il s'est prononcé tout le long de l'intervention. C'est particulier, mais écoutez, on a toujours des nouveaux fans, puis tu sais, des fois, la vie nous fait des cadeaux. Mais en formation professionnelle, ce qu'on a décidé de faire, c'est de baisser d'environ
35 par rapport à 2024 l'admission d'étudiants étrangers dans le réseau privé. Parce qu'on sait qu'on a des besoins, on sait qu'on reste ouvert aux étudiants étrangers, mais on a baissé de 35 pour l'année à venir en formation professionnelle dans le réseau privé. En passant, il y en avait plusieurs qui étaient dans le réseau anglophone, mais pas seulement. On a décidé de réduire de 75 par rapport à 2024 dans nos collèges, mais attention, pour les AEC, les attestations d'études collégiales, les formations courtes, surtout dans le réseau privé, en passant beaucoup aussi dans le réseau anglophone. Donc, on est parfaitement sur la cible par rapport à ce qu'on disait. Contrairement à mon collègue, on n'a pas changé d'idée. Merci, M. le ministre. Le bloc est terminé. Alors, nous allons maintenant au bloc du gouvernement pour 14 minutes 45. Je reconnais la députée de Vimont. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur le ministre. Alors, on a 14 minutes que je vais partager avec ma collègue d'Iberville. Alors, très intéressant jusqu'à maintenant, tous ces échanges-là. Dommage, malheureusement, qu'on ne peut pas tout le temps écouter l'entièreté de vos réponses, mais bon, on va y aller comme ça. Alors, je vais essayer de prendre mon temps pour ma question pour que vous ayez le temps d'y répondre. Puis, écoutez, je pense que c'est important que vous fassiez le tour de la question. Alors, moi, je vous invite, si c'est possible, de prendre le temps là, pour bien répondre. Alors, vous avez publié un communiqué de presse, justement, qui mettait de l'avant la nouvelle entente avec le MEQ en matière de francisation. Il y a plusieurs régions, on le sait, qui ont été affectées par des fermetures de classes dans les derniers mois. Je pense qu'on en a abondamment parlé. Vous l'avez dit à plusieurs reprises que vous souhaitiez obtenir plus de prévisibilité dans le réseau afin de permettre aux centres de services scolaires, justement, de stabiliser l'offre. Vous allez parler tantôt avec le collègue sur une plus longue période de temps. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, puis je pense que c'est important là, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, comment la nouvelle entente avec le MEQ va permettre d'éviter justement le printemps que nous avons connu sur l'offre en francisation dans certaines régions. Je vous invite alors à prendre le temps là, pour nous répondre. Merci, chers collègues, parce que les dossiers sont complexes. Je comprends qu'en Parlement, c'est minuté, puis c'est correct, par respect des collègues, pour pas qu'il y ait des réponses trop longues qui feraient le tour des questions. Je comprends, mais c'est juste que moi, j'essaie de répondre au meilleur de mes connaissances, puis d'expliquer comme il faut. Tu sais, je peux poser une question en 3 secondes. Expliquez-moi la réalité constitutionnelle du Canada. Je l'ai posée en 7 secondes, réposez en 7 secondes. Votre réponse ne sera pas pertinente. D'accord? Donc, ça ne peut pas être aussi simple que ça. Donc, l'an passé, voici le nombre de groupes ouverts par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration par session pour le temps complet et le temps partiel. Donc, en fait, ça, c'est au fil des années. Puis on voit que ici, à partir de la création de Francisation Québec, on a une hausse qui est tout le temps sans arrêt, qui est graduelle, à la fois pour les groupes à temps plein puis à temps partiel. Quand on regarde le nombre d'élèves qui ont participé à l'offre globale de services au cours des 10 dernières années, donc quand on compte tous les réseaux, parce que Francisation Québec, c'est un réseau de réseaux. Il y a plus de 133, je ne me trompe pas, 133 partenaires. Oui, il y a des centres de services scolaires, mais il y a aussi les cégeps, les universités, des OSBL. Et là, on voit que en 2014-2015, c'était la dernière année au gouvernement là, du Parti québécois, on était à 26 000. Après ça stagnait. 26 000, 27 000, 26 000, 27 000, ouf. Et après ça, on est arrivé, on a monté à 35 000 au gouvernement. Puis après ça, avec la création de Francisation Québec, regardez l'augmentation. L'an 1 de Francisation Québec, l'an 2 de Francisation Québec, et on arrive à 90 000. Donc, quand on se fait dire, c'est donc pas drôle, les compressions à Francisation Québec, un gouvernement nationaliste qui valorise la langue française, qui coupe dans la langue française, bien, je m'excuse, là, mais les résultats ici démontrent que c'est pas ça qui est arrivé. Quand on regarde l'offre de cours mois par mois, comme je l'ai précisé tout à l'heure, ça, c'est la dernière année. Donc, ici, c'est l'année précédente, puis en bleu foncé, c'est l'année qu'on vient de vivre. Donc, même l'automne dernier, au mois d'octobre, novembre et décembre, alors qu'il y avait des enjeux dans le réseau scolaire, soyons honnêtes, il y en avait des enjeux de stabilité de l'offre de cours. Il y avait des centres de services scolaires qui avaient dépensé une grosse partie de leur enveloppe dans les premiers mois de l'année, qui fermaient des cours à la fin de l'année. Mais qu'est-ce qui arrivait? Le nombre d'élèves, lui, demeurait supérieur.
parce que c'est la force de Francisation Québec, capable de s'adapter en cours d'année. Puis avec d'autres partenaires, on a pu combler, ce qui fait que même dans les mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, on a réussi à faire. Mais c'était pas optimal comme manière de gérer l'offre de Francisation Québec. Puis je l'ai dit l'automne dernier, en toute transparence, je n'étais pas à l'aise avec le fait que des étudiants s'inscrivaient, faisaient une session, voulaient faire la suite, arrivaient par exemple au niveau 3, voulaient s'inscrire au niveau 4, oups, le cours n'était plus disponible dans le même local avec le même prof. On appelait ça un bris de service. On n'arrêtait pas les cours au milieu, il faut faire attention, mais c'était pas optimal du tout. Puis ça a découragé certains enseignants de francisation qui sont essentiels dans le réseau. Hein. Il n'y a pas d'élèves quand il n'y a pas d'enseignants. Là. C'est comme ça. C'est l'élève qui est au cœur. On a besoin de nos profs, on a besoin de nos réseaux. Puis je disais, on va changer ça. On va changer notre partenariat, notre entente avec notre partenaire principal, pas le seul, mais principal, qui est le ministère de l'Éducation, et donc tous les centres de services scolaires. Puis je veux saluer vraiment la sous-ministre et l'équipe qui ont fait un travail exceptionnel, parce qu'on a fait quelque chose qu'on n'avait jamais fait, c'est-à-dire réellement harmoniser deux réseaux, faire travailler les deux ministères pratiquement en symbiose, énormément de rencontres de l'équipe administrative avec éducation pour arrimer l'offre, puis pour leur donner une sécurité financière. Au budget, au gouvernement du Québec, c'est mars, c'est 1er avril au 31 mars, exactement. Tandis que dans le réseau scolaire, bien, habituellement, eux, ils vont de septembre à juin, puis bon, il y a quand même une offre de cours d'été, mais c'est pas la même année. L'année scolaire, l'année calendrier, l'année budgétaire, tout ça n'est pas arrimé. Donc, c'est difficile pour le réseau scolaire de planifier. Les autres, ils n'arrêtent pas là, des cours comme ça parce que l'année budgétaire du gouvernement s'arrête. Donc là, on leur a permis pour la première fois de planifier l'offre de cours jusqu'à juin 2026, en passant même, en anticipant ce qu'il y aura dans le budget de l'an prochain. Et là, ils sont capables d'avoir une prévision de l'offre de cours sur 1 an et même plus qu'1 an et demi, puisqu'on sera en juin 2026, sont capables d'apaiser le climat de travail avec nos enseignants puis nos conseillers pédagogiques qui sont tellement importants. Puis donc, de vivre l'an prochain, pas une année où on va offrir des cours à 150 000, 160 000 personnes. On vise à stabiliser à peu près la clientèle qui va recevoir des cours, mais on va sécuriser tout le monde, autant ceux qui donnent les cours que ceux qui les reçoivent, parce que ce sera une meilleure gouvernance. Moi, je dis que cette année, on arrive à l'année de maturité de Francisation Québec. Oui, parce que j'ai donné cette directive-là, mais surtout parce que nos équipes ont fait le travail. MIFI et éducation. Puis moi, je trouve ça remarquable. Je ne sais pas si on a le droit d'applaudir ici. À l'Assemblée, on n'a pas le droit d'applaudir, mais moi, je les applaudis. Je suis très fier de mon équipe. Merci, ministre. Je vais céder la parole à ma... Je connais la députée d'Iberville. Je tiens à saluer tous les collègues. Je m'excuse pour le masque et la voix. Bien, ainsi va la famille. La première question que j'ai pour vous, c'était question de mettre quelque chose au clair, puis vraiment bien sur la table. Est-ce que c'est votre volonté puis votre objectif de financer puis d'offrir un système de francisation à tous les nouveaux arrivants qui s'installent au Québec et qui ne parlent pas forcément notre langue? Je souhaite que tout le monde qui a besoin d'un cours de français puisse accéder à un cours de français. Mais je ne peux pas m'engager à franciser des centaines et des centaines de milliers de personnes. Donc, on augmente l'offre de francisation Québec, puis on diminue la demande aussi, parce qu'on va réduire le nombre de temporaires, d'immigrants temporaires sur le territoire québécois. On va peut-être aussi s'assurer d'avoir davantage de francophones pour qu'à la fin, bien, on vive en français dans toutes nos entreprises, peu importe que ce soit des gens qui sont nés ici, des gens qui sont nés ailleurs, mais qui sont maintenant des nouveaux Québécois, donc des permanents, ou des gens qui sont ici de manière temporaire sur un programme fédéral ou québécois. Il faut qu'on puisse travailler en français, peu importe le statut de la personne qui est en face de nous. Et ça, je m'engage à ça. Merci, Monsieur le ministre.
Diriez-vous que Francisation Québec, qui a quand même été créée au courant de ce mandat-ci, en 2023, a été victime de sa popularité? C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec des délais d'attente considérables comme ça? Absolument, absolument. Puis, en même temps, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Imaginez le contraire. Imaginez qu'on a des gens sur le territoire québécois qui sont temporaires, qui disent « je ne fais que passer », puis ça ne m'intéresse pas d'apprendre la langue. Imaginez qu'on a des employeurs qui diraient « ne dérange pas, moi, que mes employés parlent dans toutes les langues sauf le français », puis nous qui serions là à essayer de convaincre les gens à suivre des cours de français, ça serait un cauchemar. Donc, on a eu une difficulté administrative liée, comme vous le dites, à la popularité de Francisation Québec, au grand désir des gens d'apprendre la langue française, au grand souhait des employeurs aussi, à ce que ça se passe en français dans leur entreprise. Donc, oui, on a été victime un peu de notre succès et, on va le dire, par contre, l'autre côté de la médaille, on est victime du dérapage du gouvernement fédéral qui l'a échappé en matière d'immigration temporaire. Mais le fait que beaucoup de gens veulent apprendre la langue française, c'est une excellente nouvelle. Absolument. Si vous avez fait le tour des mesures tantôt, vous avez mis sur la table pour réduire les délais d'attente. Vous aviez un message à passer aux intervenants directement que vous vouliez applaudir tout à l'heure, puis aux apprenants aussi. Aujourd'hui, ce serait quoi? Bien, le message à tout le réseau, là, puis je l'ai dit, Francisation Québec, c'est un réseau de réseaux, là, c'est que tous les partenaires sont importants. Puis notre offre, elle est complémentaire. Les partenaires de Francisation Québec sont dans les OSBL ne sont pas moins importants que les professeurs de français dans les centres de services scolaires. Mais les gens dans les centres de services scolaires ont une offre qui est différente. Puis c'est parfait comme ça. C'est correct qu'ils ont une vision qui est différente, qui relève davantage qui est le reflet de leur organisation puis de la vision de l'organisation. Merci au cégep puis aux universités qui ont accepté en peu de temps, l'automne dernier, puis au début de l'hiver, de se revirer de bord, puis de devenir des nouveaux partenaires, d'augmenter leur offre. Donc, je pense que je veux saluer tout ce monde-là. Puis je dis à des élèves qui apprennent la langue française, puis j'ai visité plusieurs groupes avec des nouveaux Québécois, je leur dis que leur accent est charmant puis qu'ils n'ont pas à être gênés. Parfait. Dans la dernière année, vous avez décidé de suspendre les Journées Québec puis le recrutement à l'étranger jusqu'au 30 juin prochain. Cette date-là, on va se le dire, elle arrive à grands pas, c'est le printemps. En appliquant cette suspension, est-ce que le ministère a payé des pénalités pour avoir annulé ces Journées Québec? Merci pour la question. Non, on n'a pas payé de pénalités parce que les journées qui étaient déjà planifiées ont eu lieu. Les dernières activités de recrutement, il y en a eu qui ont eu lieu à l'automne dernier. Donc, pas de coût d'annulation, simplement de la cohérence gouvernementale. Lorsque le gouvernement change d'orientation, on dit « Oups, attendez un petit peu, le Québec est tellement attrayant que les gens veulent venir. On n'a pas tellement besoin d'aller faire plein de recrutements dans tous les secteurs. Par contre, il y a des secteurs où on va continuer de faire du recrutement, sans doute. Santé, construction, peut-être éducation, possiblement famille, où on a des pénuries qui sont graves. Puis il faut être sûr d'aller chercher les personnes qui répondent à des besoins criants dans nos missions prioritaires de l'État. Mais dans beaucoup de secteurs, il y a plus de gens qui veulent venir que nos besoins. Il y a plus de gens qui veulent venir que notre capacité d'accueil. Donc, dans ce contexte-là, prendre des fonds publics pour aller chercher des gens qui veulent déjà venir et qu'on ne peut pas accepter parce qu'ils sont trop nombreux, moi, je n'étais pas capable de défendre ça. Parfait. Puis en terminant, maintenant qu'on a un nouveau gouvernement fédéral libéral, c'est quoi les demandes concrètes que vous faites à M. Carney? La première, là, c'est de réduire de 400 000 à 200 000 le nombre de temporaires qui relèvent d'Ottawa. Plus de 2/3 des temporaires sur le territoire québécois ne relèvent pas du gouvernement du Québec. Ça, là, c'est essentiel, c'est important. Il faut absolument qu'il y ait aussi une réduction
rapide du délai d'analyse pour les demandeurs d'asile. Beaucoup de gens arrivent, font une demande d'asile, ça prend des années. C'est 3 ans, 4 ans? 37 mois. On est à 37 mois, donc plus de 3 ans. C'est beaucoup trop long. Les gens arrivent ici, ils ont le droit de demander l'asile dans certains cas. Il y en a qui n'ont juste pas le droit de demander l'asile. Ça se fait accueillir assez rapidement. Mais ceux qui ont le droit de demander l'asile, ça ne veut pas dire qu'ils seront acceptés ensuite, là. C'est juste qu'ils se qualifient pour une analyse de dossier. 37 mois d'analyse. En conclusion. C'est pas humain pour eux. Ça n'a pas de sens. En France, c'est 4 mois, ils trouvent que c'est trop long. Nous autres, on endure ça. C'est de l'incurie. Ça va être une priorité pour M. Carney. Merci, M. le ministre. Alors, nous avons terminé nos travaux pour l'instant. Nous allons suspendre jusqu'à 14 heures. Merci à tout le monde.